c'est très bon. 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 T'es prête? Ouais. Oula. Mais comment ça se fait qu'il bouge comme ça? Bon, bref. Oui, oui, oui. Bon. C'est qu'on va y aller, là. Bonjour à tous, bienvenue sur cogito.com, la chaîne de la vérité. Nous sommes le 4 juillet 2023 en compagnie de notre louloute nationale. Quelle coquine cette louloute internationale et bien sûr intergalactique. Bonjour tout le monde. Alors il est C'est ça là. que vous allez dire depuis hier. Ah, bon. C'est bon, je peux parler? Non, je sais pas, Oui, sinon nous sommes le 4. je te laisse les clés. Il est charmant. Allez, vas-y. Il est là, il est tout frais, il vient de sortir. Il est disponible dorénavant sur cogito.com. L'Ascension, le jour où j'ai vu Dieu. C'est un petit livre qui se lira en 1 heure de 69 pages. 69 pages d'une expérience qui m'est arrivée quand j'étais enfant et qui a bouleversé mon existence. Donc il fallait que j'en parle parce que des fois quand j'en parle, vous avez toujours des imbéciles, les crétins habituels qui sont toujours à se moquer parce qu'eux ils n'ont jamais rien vécu, ils ont toujours gardé les deux doigts juste au fond de leur cul et c'est tout ce qu'ils ont, alors ils se moquent de vous. Ouais, c'est pas vrai. Alors je vais leur dire, je suis désolé d'être grossier mais je suis fatigué, ça fait 45 ans que ça dure ça. Ça fait 45 ans que j'entends ce type de discours et je suis fatigué. Et des fois même, y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi, soit sur Cogito, soit sur YouTube, j'ai une réponse très dure, très sèche. Mais vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'on nous écrit, vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'on nous dit, vous ne vous rendez pas compte de toutes les attaques. Au bout d'un moment, on est fatigué. On est fatigué de voir la bêtise, d'entendre la bêtise. Moi, je suis allergique à la connerie. J'ai décidé que je ne passerai plus sur la connerie. C'est terminé. Donc, je suis désolé, excusez-moi, pardonnez-moi, mais je suis patient, et Dieu sait que l'autre le sait, je suis patient. Je suis très, très, très patient. Mais des fois, quand vous avez des gens qui s'expriment bien, mais qui vous insultent à travers leur vocabulaire, ça vaut pas mieux qu'un mec de banlieue qui dit vas-y, fils de pute, et y va. Ça va ou quoi? Donc c'est pareil, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Donc je suis très intolérant, je lis les messages, je lis les méta-messages, c'est-à-dire que dans vos messages, je lis toute la haine, parfois, tout l'amour, que j'apprécie évidemment, que nous apprécions, toute l'amitié, mais toute la haine et le mépris, et je le vois, je le lis, donc ne vous attendez pas après à ce qu'on vous caresse dans le sens du poil, c'est normal. C'est normal. Vous allez mettre une claque à quelqu'un, moi je vous tendrai jamais l'autre joue. Hein. Moi je vous tendrai la main. Hein. Fraternellement bien sûr. Bon, alors vous avez cette expérience-là. Pour ceux qui ont vécu des expériences un peu particulières dans leur vie, et il y en a. Sauf que la mienne, ça n'avait rien à voir avec les NDE, c'était pas du tout ça. On m'a dit ah ouais c'est comme, non c'est pas comme, parce que moi j'étais pas sur une table d'opération, j'étais pas drogué, j'avais rien de tout ça. Moi je suis parti complètement éveillé. Donc c'est différent, mais pourquoi je l'ai écrit? D'abord pour expliquer, et d'autre part parce que je suis certain que parmi vous, il y a des gens qui ont vécu une expérience similaire. J'en suis sûr. Et ce petit livre nous permettra peut-être de rassembler tous ces gens qui ont eu des rencontres ou des moments divins dans leur vie, à un moment ou à un autre. Donc ça s'appelle l'Ascension, le jour où j'ai vu Dieu, tout ce qui est dedans est vrai, c'est la pure vérité. Donc tous ceux qui diront ouais c'est pas vrai, je les emmerde, je vous l'ai dit, hein, je les emmerde carrément, j'en ai rien à faire, ça m'est égal, et je leur redirai encore une chose, c'est la dernière, c'est pas parce que vous n'avez rien vécu de votre vie
que ce que nous avons vécu, c'est pas vrai. C'est ça la grande différence. Moi, j'ai rien à vendre, hein. En dehors de mon livre, et moi, je ne touche rien. J'ai pas de RSA, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, j'ai pas de retraite, j'ai rien du tout. J'ai que mes livres pour moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc, autrement, j'ai rien à vendre, hein. Rien. Je dis ça simplement pour aider ceux qui ont vécu des choses comme moi. Et si ça peut les aider d'en parler, d'évoquer, et si à terme on fait un recueil de témoignages, ce serait formidable. Formidable. Je trouve ça extraordinaire. Voilà pourquoi j'ai fait ce livre. Lolotte, un petit mot? Non, mais dépêchez-vous de l'acheter, c'est très, très, très intéressant. Alors, je fais pas ça tous les jours. Aujourd'hui, deux petites choses sur cogito.com. Il y a deux articles qui vont être intéressants pour ceux qui s'interrogent de savoir pourquoi ils n'ont plus accès à cogito.com. Ce n'est pas de notre fait. C'est un document qui a été rédigé par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, qui a été publié le 2 juillet 2023. Il est écrit au troisième paragraphe, à partir du 3 juillet, pour une période déterminée, des restrictions temporaires seront appliquées à l'accès à Internet dans certains quartiers spécifiques pendant les heures nocturnes. Ces restrictions visent à prévenir l'utilisation abusive des réseaux sociaux et des plateformes en ligne pour coordonner des actions illégales et inciter à la violence. Voilà pourquoi vous n'avez plus accès à cogito.com, chers amis. C'est le criminel Macron, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui a mis cela en place. Non pas pour les gars des banlieues, parce que faut pas déconner, ces mecs-là, ils ont des téléphones portables, ils payent pas leurs puces, tout est trafiqué, on peut pas les repérer, ils savent très bien s'en servir, il y a parmi eux des vrais petits génies en informatique, donc ne croyez pas que ces restrictions sont faites pour eux, elles sont faites pour vous empêcher de bénéficier de l'information et surtout pour vous éveiller. Parce que l'ennemi, c'est pas eux, c'est vous, c'est nous, c'est moi, c'est vous, c'est Louloute, c'est tous les gens qui sont éveillés. L'ennemi, c'est nous. Et Macron, il s'attaque pas aux gens des banlieues, il s'attaque à nous, il s'attaque à notre liberté de penser, liberté d'être. Et il obéit au Forum économique mondial. Et ce matin, je suis tombé sur un article assez remarquable, pour une fois, d'un Australien. Je trouvais le type extrêmement éveillé et tout à fait conscient de ce qui se passe, et qui a écrit un article. Il s'appelle Alex James. Son titre, c'est Les révoltes en France, la fin de l'Ouest, une menace. Moi, j'ai mis un autre titre, La nouvelle révolution française, point d'interrogation, l'extermination des personnes éduquées et de préférence caucasiennes blanches. Et ça me fait penser au massacre de Pol Pot, ça me fait penser aux nazis hitlériens. Donc, vous allez voir que Alex James est très lucide et très conscient par rapport à son écrit. À présent, vous avez compris, ce qui se passe en France se produira également en Australie. Ceci est inévitable car les causes sous-jacentes de leurs problèmes sont également présentes ici. Il a mis deux fois présentes également. On va corriger ça tout de suite. Sont également présentes ici. À vous Louloute, à vous Cognac G. Un fanatisme injustifié pour le multiculturalisme et la tolérance a conduit à un taux d'assimilation des migrants pratiquement nul. Cela signifie qu'il n'y a aucune loyauté des migrants envers leur nouveau pays. Ce que vous pouvez constater actuellement, les migrants se cachent vers une fausse excuse qui s'appelle l'islam. Or, si ces gens étaient véritablement dans l'islam, il n'y aurait pas autant de radicalité parce que l'islam remercie ceux qui vous apportent quelque chose, ceux qui vous font des dons.
l'islam est dans la bienveillance en règle générale. Et là, quand on dit cela signifie qu'il n'y a aucune loyauté des migrants envers leur nouveau pays, oui, ils s'installent ici et ils considèrent que c'est leur nouveau pays, que c'est à eux et qu'il faut s'adapter à eux. Mais le problème, c'est qu'un pays vit selon des normes économiques et qu'on a besoin de gens qui travaillent, et dans tous les métiers du monde, hein, c'est pas dans tous les métiers. Hein. Ça peut être des ouvriers, il y a beaucoup de chauffeurs de taxi d'ailleurs parmi les musulmans, il y a beaucoup de musulmans qui ont des commerces de bouche, autant restaurants qu'alimentation et distribution d'alimentation. Il y a énormément de musulmans qui travaillent, il ne faut pas croire, il ne faut pas dire que en France, c'est l'islam qui va renverser la France. Non, ce sont des voyous qui se prennent pour des croyants qu'ils ne sont pas. On a bien entendu hier ce musulman qui dit « Ouais, si un flic il me tue, moi je le tue. C'est écrit dans le Coran. » Bon. Alors déjà, premier problème cognitif, si on te tue, bah t'es mort. Donc tu peux pas tuer. Ça c'est radical. Hein. Ma parole, oulala, dis, tu es mort. Hein. Voilà, mskin, le pauvre, il est mort. Et comment tu veux qu'il tue le flic? Il peut pas. Donc, et je vous l'ai dit, hein, il n'a jamais été marqué dans le Coran. Si un flic il tue Youssouf, hein, du Maroc, il doit pouvoir le tuer en retour. Voilà. C'est pas marqué dans le Coran. Donc ne dites pas de bêtises. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas lu le Coran. Ils savent que quelques mots qu'on leur a dit, ils ont appris par cœur pour faire bien, mais ils savent pas. Parce qu'en fait, le Coran, si vous voulez, c'est un texte, ce sont des sourates, et ce sont des rêves qui sont venus à Mohammed et des rêves divins. Et après, lui, il les a racontés, ces rêves divins, et c'est pour ça qu'il est devenu le messager de Dieu, le prophète. Et c'est un homme très important, et très respectable, et très respectueux. Donc, si cet homme dit des choses, et il les dit, moi je le vois bien, j'ai mes amis musulmans avec qui on parle beaucoup de religion, mais il y a un respect, il y a une application des règles qui sont très rigoureuses. Donc un type comme ça qui vous dit ouais, c'est marqué dans le Coran, si un flic me tue, j'ai le droit de le tuer. C'est parce que le Coran ne se résume pas à tuer. Le Coran, c'est un texte d'amour, c'est pas un texte de haine. La Bible, selon les versions, je dis bien selon les versions, peut être un texte où on a un Dieu vengeur. Ça, c'est les versions des extrémistes de droite, hein, religieux. Ou alors, beaucoup plus poétique, si vous prenez la version de Chouraki, qui est une magnifique version, qui est extrêmement poétique, et qui vous amène à l'amour de Dieu, et à l'amour de la grandeur divine. Donc, c'est cela qu'il faut voir dans ces textes saints. Or, je suis désolé, mais quand j'entends ces gens parler comme ça, ce ne sont pas des religieux, je vous rassure, et cessez d'avoir peur de ça, parce que ça ne représente absolument pas l'islam. Ce n'est absolument pas représentatif de l'islam. Et là, vous allez voir, on va avoir des chiffres qui sont très intéressants. Ce manque de loyauté signifie que la relation entre le pays d'accueil et les migrants ne peut que se détériorer, ce qui est le cas. Il y a une scission entre un côté et l'autre. Alors, on l'a bien vu dans les banlieues, il y a une scission, par exemple, entre la banlieue et la ville. La banlieue réservée aux petits métiers, ouvriers principalement, travaillant à la chaîne, ou chez Renault, ou chez Peugeot, au TV, bons amis. Et ça s'est vite ghettoisé. Comme me disait mon ami Zouer, il me disait, tu sais Philippe, les Arabes adorent quand les choses sont gratuites. Alors c'est pratique parce qu'ils sont logés dans des grands ensembles, et c'est pas bien de réunir toute une population dans un grand ensemble. Pourquoi? Parce que automatiquement ça dégénère. Non, il faut mêler chaque famille, en tous les cas celle qui se comporte bien, il faut les mêler à toutes les autres, partout, pour qu'il y ait des échanges. Pourquoi ça se passe bien dans leur pays?
Parce qu'ils sont civilisés. Parce qu'ils ont appris les règles. En France, ils ne les ont pas appris. Ils ne les ont pas apprises parce que les parents travaillaient toute la journée. Et ils ont travaillé dur. Donc ce qu'ils font aujourd'hui, ces jeunes, ils font honte à leurs parents, mais honte à leur religion et honte à leurs origines. Mais ça ne les gêne pas, parce qu'ils n'ont de respect pour personne. Or, s'ils étaient de vrais musulmans, ils auraient du respect. Bien sûr, il y a des exceptions, mais il y a des exceptions dans toutes les confessions. C'est des exceptions qui sont humaines. Vous avez des humains qui sont bons, et vous avez des humains qui sont mauvais. Vous avez des gens bons, et vous avez vous avez des humains qui sont mauvais. Ah, tu parles d'une couenne. Alors, ce manque de loyauté signifie que la relation entre le pays d'accueil et les migrants ne peut que se détériorer. Et on est arrivé à un point de non-retour. Pourquoi ? Eh bien, ça fait des années. Il vous suffit de regarder le film de Kassovitz sur la haine, à l'époque, c'est à 25 ans, 30 ans, où on voit bien le décalage qu'il y a entre ces gens qui vivent dans les cités, qui sont d'origine africaine, nord-africaine. Vous avez aussi des cités où il y avait des gens de l'Est, il y a eu ça. Et la dégradation, c'est-à-dire des jeunes qui n'en ont rien à foutre de rien, qui n'essayent pas de s'en sortir, qui ne veulent pas travailler à l'école, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème, ils sont restés coincés dans une idée que c'était pas leur pays et qu'ailleurs c'était mieux. Le problème, c'est que ceux d'ailleurs, et qui sont chez eux, ne veulent pas de cela. Parce que ceux-là se comportent comme des voyous. Et ça, ils ne le supportent pas. Parce que dans l'islam, c'est pas toléré. C'est très, très agressif, là-bas. Si vous empruntez une mauvaise courbe, vous le payez très cher. Et là, ils ne le payent pas vraiment. Bon, il y a eu 1000 arrestations avec mise sous mandat de dépôt, donc mise en prison. Mais quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est pas ça qui va payer les milliards de dégâts qui ont été causés en complicité avec le gouvernement. Ok ? Donc, rien n'est fait pour améliorer le rapport entre les uns et les autres. Il y a une scission qui a été créée volontairement pour créer cette séparation et créer une guerre qui en fait n'existe pas, mais qui est très facile à développer et à motiver. Parce que quand on est dans la haine, et quand vous avez des agents des services secrets français qui viennent pour attiser cette haine en parlant d'un semblant de religion, eh bien, ils essayent de faire une guerre de religion. Le seul problème, et il est important, c'est que ces gens n'ont pas de plan. Ils n'ont pas de plan. Ils sont dans la destruction et sur l'instant. Une guerre, ça se prépare avec un plan. Or, ceux qui ont un plan, ce sont ceux qui les utilisent et qui les manipulent. Eux, ce sont simplement des voyous aux ordres. Ils sont dangereux, ils sont méchants, ils sont très cons, très très cons, très très cons, parce que ce qu'ils font n'arrange absolument personne, ça n'arrange que le nouvel ordre mondial, ça n'arrange que le Forum économique mondial, qui a les intentions de tout raser, c'est ce que disait Macron. Ce qui a apparemment déclenché les émeutes raciales s'est maintenant transformé en une guerre civile entre les migrants non assimilés qui ne se considèrent pas comme français et le peuple français. Alors qu'est-ce que c'est que le peuple français ? Le peuple français, c'est une nation d'immigrés, c'est une nation de migrants. Il y a très peu de Français qui viendraient de Clovis, en fait. Vous avez très peu de familles de vrais Français. En revanche, moi qui suis d'origine hongroise du côté de ma maman et du côté de mon papa, eh bien, il y a un ancêtre de ma maman qui s'appelait Tadanier. Tadanier. C'est un nom breton. Sans doute un vrai Français, grognard, perdu dans la campagne de Russie, et qui est resté là-bas.
sans doute blessé, soigné, et qui a créé une famille là-bas. Et il est revenu aux sources. Donc quelque part, je suis peut-être même plus français que certains Français. Autrement, nous sommes tous des Français qui venons de partout, mais heureusement, Jean d'Ormesson, il était d'origine belge. Ben oui, puisque c'était un de Pélichy. Marguerite Yourcenar était aussi d'origine belge. Donc vous avez plein d'auteurs aussi. Romain Gary, il n'était pas français non plus. Il était russe, de par son père et par sa mère. Donc, qu'est-ce que c'est que la France ? Ben, la France, c'est un agglomérat de cultures, d'enfants nés ici ou là-bas, et qui se sont réunis sur une terre qui est devenue la France. Mon père était hongrois. Il a beaucoup contribué au développement architectural de ce pays. Ingénieur conseil, c'est lui qui répondait aux problèmes techniques concernant le béton. C'était un spécialiste. Il a calculé les fondations de la tour Montparnasse, qui tient encore. Il a calculé plein de bâtiments. Il a fait exploser plein d'autres bâtiments. C'est pour ça qu'il savait déjà, avec l'accident des Twin Towers, que c'était un coup monté. En tant que technicien, il le savait. Donc, c'était ça, mon père. Mais c'était un étranger. Il a travaillé pour la France. Il y a plein d'autres étrangers. Regardez Éric Ciotti, même si je déteste, je le déteste pas, mais même si je peux pas saquer ce type-là, c'est un Italien. Regardez bien tous les gens, ministres ou autres, quelles sont leurs origines. Elles sont multiples et variées. Macron serait d'origine pied noir. Attendez. Oui, allô ? Vous avez un nouveau message. Ben non, j'en ai pas. Production d'électricité, une information à vous faire. Ta gueule. Pardon. J'aime pas la publicité. Je n'aime pas la publicité. Donc je n'écoute jamais. Ça ne m'intéresse pas. En général, je ne réponds pas. Donc voilà ce que nous sommes aujourd'hui, chers amis, en France. Et nous avons nos frères, parce que ce sont nos frères, et s'ils sont nés en France, qui sont dans les banlieues. Alors nous avons ce qu'on appelle les Renois, nous avons les Beurs ou les Rebeux, nous avons les gens de l'Est, nous avons de tout, ça vient de partout. De partout. Comment, à partir de là, est-ce qu'on peut se faire la guerre les uns avec les autres alors qu'on a tous des ascendances étrangères ? Et on a pratiquement tous vécu les mêmes drames. Ne croyez pas que parce que vous vous appelez Mohamed, parce que ça c'est le discours de la gauche caviar, vous n'aurez pas de boulot. Moi je connais plein de musulmans qui travaillent, qui ont des métiers indépendants, et ce sont des patrons et ça marche bien. Donc ce sont des gens qui se sont battus pour en sortir. Comme nous, on s'est battus pour en sortir, et c'était pas facile, et c'est toujours pas facile. Donc, les Français, ceux qui tiennent le haut du panier, ce sont toujours les mêmes. C'est les mêmes multimilliardaires, c'est les mêmes pourritures, c'est les mêmes ordures qui, elles, font les lois, mais les lois pour elles, pas pour nous. Et donc aujourd'hui, il y a cette haine qui, vous connaissez l'adage, diviser pour mieux régner. C'est la meilleure solution. On va opposer les petites minorités entre elles, puis comme ça, ceux du dessus, ils s'en lavent les mains. C'est comme Pilate. Hein, on lui a donné le Nazaréen, Jésus le Nazaréen, on l'a torturé, et ensuite on a demandé au peuple, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ce type-là, moi ? Et puis on lui dit, mais tue-le, mais c'est votre choix. Vous prenez Jésus ou je libère le bandit Barabbas ? Non, libère Barabbas, disaient les prêtres, libère Barabbas. Eh bien, ils ont libéré Barabbas et Ponce Pilate, qui régnait à l'époque pour l'Empire romain en Judée, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, je m'en lave les mains, moi c'est pas mon problème. Eh bien, au-dessus,
vous avez toujours ces mêmes Ponce Pilate. Et ils s'en lavent les mains. Et en s'en lavant les mains, qu'est-ce qui se passe? Ils laissent le chaos se développer et même ils l'encouragent, puisque Macron a bien dit aux flics de ne pas intervenir. Alors si on n'intervient pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on leur donne toute la possibilité d'agir. On serait aux États-Unis, il y a longtemps que ça serait terminé, il y aurait eu le SWAT, les mecs ils auraient été butés à vue, on n'en parlerait plus. Là non, là tout est encouragé. Et puis souvenez-vous, d'abord on a parlé d'un gosse qui s'est fait tuer dans une voiture. Bon, d'abord on nous a parlé d'une pauvre victime. Ensuite on a appris que c'était un délinquant mineur. Ensuite on a appris qu'il n'était pas seul dans la voiture. Il y avait un deuxième acolyte. Il y avait un deuxième gars qui s'est barré. Et là, on apprend qu'il y en a un troisième. Et à chaque fois, ils sortent un témoin, vous voyez, ils sortent un témoin de la voiture, et qui va témoigner, et ça va mettre le feu aux poudres. Alors, le quatrième, il était où? Il était dans le coffre? Dites-nous, hein, qu'on sache, qu'on s'y attende. Il était dans le coffre, c'était celui qu'on lui avait demandé au petit conducteur d'aller chercher pour un gang. Un chef de gang, c'est ça? Où est celui qui était dans le coffre? Louloute, où est-il? Point de sais-je. Tu sais rien, toi. Bon, je continue. Enfin, si tu sais, tu me le diras. Parce que j'aimerais bien savoir qui est le quatrième témoin. Parce que là, ils nous les sortent et à chaque fois, il y a une escalade. Il y a un deuxième témoin, troisième témoin qui parle, et maintenant peut-être le quatrième, peut-être. Les enchères sont lancées. Hein, allez, les bookmakers, allez-y. Y avait-il un quatrième témoin dans le coffre de la Mercedes Sport? Je vous le demande. Était-il bâillonné? A-t-il vomi ses tripes? A-t-on fait des tests ADN? Ou, vous allez voir, on va découvrir qu'il y en avait un quatrième. Même s'il n'est pas là, hein, c'est pas grave, hein, c'est la bonne blague. Hein. 1, 2, 3, jamais 203, peut-être 4. Donc, cela n'est pas une surprise pour moi et pour les autres, comme nous l'avons tous vu à travers le mince voile du multiculturalisme, voyant clairement le multiculturalisme comme synonyme de multinationalisme. Alors ça veut dire quoi être nationaliste? Alors être nationaliste, c'est aimer sa nation. Personnellement, moi, je suis français, et j'aime ma nation. Comment est ma nation? Multicolore. Ma nation, il y a des renoirs, il y a des blancs, il y a des... Les Arabes font partie des blancs, donc il y a des blancs avec les Arabes, il y a des hindous, il y a des... c'est hindou, n'est-ce pas? Louloute, elle n'est pas là. Oui. C'est hindou ou c'est un dur? Comment tu dis? C'est un doux ou c'est un dur, hein? C'est un dur. Voilà. Donc on a en France mais plein de gens super de toutes les nationalités et de toutes les couleurs. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un drame parce que c'est de la haine qui est motivée et lancée contre des gens qui ne seraient pas musulmans. Mais en même temps, ils handicapent les musulmans. Parce que tous ne sont pas identiques, hein. C'est pas les mêmes qui prônent la paix et ceux qui foutent le bordel, hein. C'est pas les mêmes. Donc ce n'est pas une surprise pour moi et pour les autres, comme nous l'avons vu à travers le mince voile du multiculturalisme, voyant clairement le multiculturalisme comme synonyme du multinationalisme. Donc à partir du moment où vous aimez votre pays, vous êtes un nationaliste. Ah, quand vous êtes un ultranationaliste, ça change tout. C'est-à-dire que quand vous êtes un ultra, ça veut dire que vous déterminez vous-même qui a le droit d'être nationaliste. Mais je vous assure, au Front National, vous avez des Portugais, vous avez des Italiens, vous avez même des musulmans. Hein, il y en a, bien sûr. Elle pourrait vous le dire, Marine. Il y en a. Donc, ça ne veut rien dire, tout ça. Oui.
Et une nation autonome avec un multinationalisme ethnique et religieux répandu ne durera pas longtemps avant de sombrer dans la guerre civile et la balkanisation. C'est ce qui nous mène également au chaos. Regardez en Afrique, depuis des centaines et des centaines d'années, les ethnies ne se supportent pas toutes, mais ne se supportent pas. Vous ne pouvez rien changer, vous aurez toujours une haine entre une ethnie africaine et une autre. C'est comme ça. Et vous croyez qu'arrivés en France, ils vont faire la paix? Mais vous rêvez. Une fois qu'ils auront dégagé tous les Blancs, et les Arabes bien sûr, parce que les Arabes font partie des Blancs, une fois qu'ils les auront dégagés, ils vont se retrouver entre eux, ils vont s'étriper. Parce que ceux qui les ont manipulés feront en sorte qu'ils s'étripent. Vous comprenez? Tout ça, c'est de la haine, de la revanche et de l'absolu manque de réflexion. Parce que s'ils avaient un tant soit peu de réflexion, ils ne se laisseraient pas manipuler comme ils se font manipuler aujourd'hui par le gouvernement Macron aux ordres de Klaus Schwab et du Forum économique mondial. La France compte 68 millions d'habitants à ce jour, soit environ 3 fois la population de l'Australie. Mais leur population d'immigrants est d'environ 9,5 millions, soit 14% de la population. Alors, vous avez bien entendu, on est 60 millions d'habitants. Il y a 9,5 millions, soit 14% de la population, qui sont qui proviennent de l'immigration. Imaginons seulement que 9,5 millions de migrants se mettent à vouloir faire la guerre civile contre 59 millions de Français. Vous savez compter, en général ils savent compter dans les banlieues. Vous savez compter les gars? 59 millions contre 9,5 millions. Ça vous fait quoi? Ça fait que si les Français se révoltent à force de votre incivilité, à force de l'incivilité d'un type comme Macron, c'est la guerre civile et vous y passerez tous. Oui. Parce que c'est le nombre, là. Là, c'est le nombre. C'est pas qui va faire quoi, c'est le nombre. Donc moi, j'appelle à la raison. Hein. Parce que plus il y a d'escalade, plus ça va dégénérer. Et si ça dégénère trop, ça va... Je crains le pire. Je crains le pire parce que l'autorité laisse faire les voyous. À vous, Cognac G. Comparativement en Australie, notre population d'immigrants augmente considérablement. On estime que plus de 300 000 immigrants et réfugiés doivent être amenés en Australie cette année seulement. Vous avez vu ce qui arrive en Italie tous les jours, hein, presque 5000 personnes. Des jeunes, 5000 jeunes, sans famille, avec la seule idée en tête de voler, piller et s'accaparer. Parce que c'est ce que dit la fondation Soros. Il leur dit, vous allez voir en France, on va vous donner un salaire, un appartement, une voiture, vous allez tout avoir, et vous pourrez violer toutes les femmes que vous voulez. En clair, vous savez que le viol est puni de mort par l'islam, hein, ça c'est interdit, tout comme la pédophilie, tout comme tout ça c'est interdit, et l'homosexualité, tout ça c'est interdit. Mais on va lâcher tous les pervers sexuels qui se trouvent dans ces bateaux, et on va les lâcher sur des populations de gens parfaitement pacifiques pour le moment. Là, vous avez des groupes d'extrême droite qui commencent à se défendre. Et ils réfléchissent à deux fois, ceux d'en face. Hein. Ça rigole plus comme avant. Imaginez si c'est vous, si c'est moi, qui devons défendre nos enfants de cette violence. Il y a beaucoup de cadavres qui vont être enterrés dans les jardins. Hein. Je peux vous garantir. Hein. Ça me semble logique. Les gens ne pourront plus supporter ça. C'est le problème
Alors, ceci associé à la politique de multiculturalisme et de diversité signifie qu'il y aura bientôt des millions et des millions d'étrangers en Australie qui s'identifieront comme appartenant à leur culture et à leur religion antérieure. C'est le problème auquel la France est confrontée aujourd'hui, mais ils sont plus loin que nous sur la voie du chaos. Nous regardons actuellement un accident de voiture au ralenti. La voix est l'exemple parfait de cette idéologie de mort cérébrale du multiculturalisme se transformant en multinationalisme flagrant. Ah mince, c'est Alain. Ah, Alain, excuse-nous, on fait une capsule, on te rappelle après. ok, pas de problème. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. C'est exactement contre quoi Yuri Bezmenov a mis l'Occident en garde lorsqu'il a expliqué dans son interview de 1985 comment la démoralisation et la destruction de nations autrement saines et puissantes se dérouleraient. La voix, donc la voix c'est la mienne, c'est la vôtre. La voix est la première étape évidente dans ce chaos, car la population dite indigène commencera à se considérer comme une nation distincte dont l'ennemi est l'Australie blanche coloniale. Alors là, je vais le dire autrement. La voix est la première étape évidente de ce chaos, car la population dite indigène commencera à se considérer comme une nation distincte dont l'ennemi est la France blanche coloniale. La même chose. Une vision désobligeante, raciste et fabriquée de notre fédération actuelle unifiée, riche et puissante dont nous sommes tous des citoyens égaux. Nous sommes unis depuis plus de 100 ans, mais maintenant, cette unité est déchirée par des intérêts acquis. Souvenez-vous qu'en 1998, lorsque la France a gagné la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on avait ? On avait une équipe de football qui était bleu, blanc, beurre, noir. Voilà ce qu'on avait. On avait une équipe multicolore. Et tout le monde était fier de cette équipe. Aujourd'hui, vous êtes toujours fous pour le football, hein, les gens sont fous pour le football. Mais c'est plus pareil. C'est plus du tout pareil. Parce que les dirigeants qui veulent semer le chaos vont privilégier les Renoirs, les Rebeux. Et il y a de moins en moins de ce qu'on appelle de blancs dans l'équipe. Alors qu'il faudrait que ça soit égalitaire. Parce que si vous venez faire jouer l'Afrique à la place de la France, parce que vous pillez l'Afrique en France, parce que le gouvernement français demande 500 milliards de taxes aux pays africains tous les ans, alors que Poutine a effacé la dette, on est toujours, les Français, un pays colonialiste, et il est certain que les Africains en France, ils ont cette haine contre ce pays qui ruine leur pays, leur démocratie, et c'est pour ça qu'ils sont ici. Parce que vivre en Afrique, c'est très difficile aujourd'hui. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Nouvelle-Zélande et le Canada subiront également le même sort que la France. D'ailleurs, ça commence, si vous avez vu au Canada, en Ontario, je crois, les révoltes commencent, les révoltes raciales commencent en Ontario depuis 2 jours. Et bien que ma base de lecteurs soit en grande partie australienne, je me rends compte que beaucoup d'entre vous viennent de ces grandes nations. De grandes nations avec des histoires riches et fières qui devraient être préservées et auxquelles ces nations devraient endurer des siècles et des siècles de plus comme leur peuple le doit. C'est exactement ce que je vous dis. Soyez fiers de vos origines, cultivez-les, c'est important. Regardez, dans chaque ville américaine, vous avez un Chinatown. Oui, pourquoi pas. Vous avez un Koreatown. On est fiers, les Coréens sont fiers d'être coréens. Vous avez plein de restaurants coréens, des vêtements coréens, des produits de beauté, des soins du corps, des médicaments. Les Chinois, c'est pareil, mais c'est formidable ce foisonnement.
C'est extraordinaire, ça. C'est cette multiculture. Je trouve ça génial. Quand vous avez aussi les Libanais, les Syriens, avec cette variété d'alimentation extraordinaire. Mais qu'est-ce qui va pas dans ce pays? On peut pas avoir tout ça tranquillement? Il faut qu'on se tape sur la gueule? Je crois que vous avez un problème cognitif. Hein. Il y a vraiment un problème d'intelligence. Mais nous regardons tout notre propre accident de voiture au ralenti. Aspirer davantage à ces notions de mort cérébrale du multiculturalisme dont tous nos peuples sont également devenus la proie. C'est vous engager dans la tombe. Même trouver un terrain d'entente sur la question montre que vous n'êtes plus fait de l'étoffe dont étaient faits vos ancêtres. Il s'agit maintenant soit de s'engager envers votre nation, soit de s'engager envers la division nationale. C'est affreux. Vous vous rendez compte? Gandhi, c'est terminé. Bon, d'accord, ok, Gandhi, c'était un pédo. D'accord, ok, il y a des problèmes avec Gandhi. Mais ce qu'il a réalisé, c'est extraordinaire et il a réalisé l'impossible, c'est-à-dire il a chassé avec le pacifisme, il a chassé les Anglais et l'occupation anglaise. Donc, il a fait un miracle. Eh bien, aujourd'hui, ça ne serait plus possible parce que nous avons des caractères d'une violence et d'une bêtise sans nom. Nous avons des pilleurs, des voleurs qui font honte à leur religion et qui font honte à leur famille. Mais c'est pas grave, parce qu'on a bien vu Mskina, la maman, la pauvre. Hein. On l'a vu, elle portait les colliers. On l'a vu. Elle a vu, tu as volé la cafetière. Ah, c'est pas un cafetière Lidl que tu as volé. C'est un cafetière d'Arte. Et tu avais les babouches, tu avais tout, un dit là-bas et tout. C'est la cafetière d'Arte que tu as volé. On l'a vu. Et puis tu avais pris encore un autre outil. C'est quoi? La cripière, je sais pas. Quelque chose comme ça. On n'a pas vu ce que c'était là. Non. À mon avis, c'est un cripière ou un truc comme ça. Voilà. Wallah. Et les autres. Il y a encore de l'huile. Hein? Il y a de la farine. Donc, vous voyez le ridicule. On fait une révolution pour détruire les magasins d'alimentation qui ne seront plus reconstruits. Donc, où ils vont manger, ces gens-là, maintenant? Eh bien, vous allez faire comme Charlie Chaplin, hein, dans La Ruée vers l'or. Vous allez faire cuire vos semelles en cuir et mangez-vous la scie. Voilà. La scie, chien fidèle. Donc, ceux d'en haut qui vous permettent de faire tout ça, dans les banlieues, ils sont en train de scier la branche, enfin, ils vous donnent la scie pour scier la branche sur laquelle vous êtes assise. C'est tout. Si vous n'avez pas compris, c'est que vraiment, vous êtes idiots et vous êtes dans la haine, et que cette haine, peut-être que nous n'en avons pas besoin. Et moi, je prendrai tout ça, je suis désolé de vous le dire, et puis je vous amènerai au bled. Et je vous lâcherai et je vous laisserai faire. On verra combien de temps vous allez tenir au bled. À mon avis, je vous laisse 3 minutes. Vous allez tenir 3 minutes. Je vous laisse dans le souk. Vous faites le bordel dans le souk, n'importe où, à Marrakech ou n'importe où, vous tenez 3 minutes. On vous fout en tôle au cachot pour 10 ans. Et là, vous aurez le temps de réfléchir et d'apprendre à lire et à écrire le Coran en arabe. À vous, Dame Louloute. Il s'agit maintenant de s'engager envers votre peuple ou de s'engager envers les envahisseurs. Les envahisseurs, David Vincent. David Vincent. Souvenez-vous, ils sont parmi nous. Le moment est venu de choisir un camp. Et alors, où sont nos gouvernements? Où sont ceux qui sont censés nous diriger? Parce que actuellement, le gouvernement, il a démissionné. Hein. Enfin, il a démissionné. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Il fait ce qu'il veut, le gouvernement. Mais il n'est pas là. Il n'est pas avec nous. Le gouvernement français... Pardon, à vous, Cognac Jet. Le gouvernement français n'est pas en vue. Macron lui-même a été aperçu en train de faire la fête lors d'un concert d'Elton John, tandis que Paris et Lyon s'enflammaient. C'est la honte. Ce type-là, c'est l'Armageddon. Vraiment, c'est la honte.
Nos gouvernements sont remplis de crétins complets et de marionnettes contrôlées, obéissant à un maître invisible qui est déterminé à détruire la civilisation occidentale. Alors, est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que notre civilisation doit s'éteindre pour laisser place à la civilisation que nous amènent tous ces délinquants? C'est une question. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que vous avez accepté d'abandonner notre civilisation pour accepter celle des pillards, des voleurs, des casseurs, des violeurs, des assassins, des trafiquants de drogue? Est-ce que c'est ça? Ok, je vous laisse faire. C'est pas, on ne peut pas lutter contre la majorité de toute façon. Je le vois comme ce dernier. Tous nos pays occidentaux partagent ces problèmes. Un fanatisme pour répandre l'idéologie du multiculturalisme tolérance, ça c'est le Parti socialiste, alors ça c'est vraiment la pourriture. Un afflux irréaliste et fabriqué de migrants en provenance de nations violentes, d'où la plupart sont des hommes célibataires en âge de se battre. C'est les socialistes aussi. 3. Les gouvernements qui accélèrent activement les problèmes ci-dessus, bien sûr, toujours les mêmes. Une importante population autochtone de descendance européenne droguée par le pain, par le pain et les jeux. C'est ça qu'il voulait dire. Parce que le cirque, les gens vont croire que c'est le cirque Bouglione. Par du pain et des jeux. Pané et circumstances. Par du pain et des jeux. Et donc, il y a 3 parties à l'œuvre ici, le peuple, les migrants et le gouvernement. Oui, parce que c'est pas un seul, c'est un ensemble de choses. Tous sont séparés et indépendants les uns des autres. Dire qu'une grande nation occidentale aujourd'hui est dirigée par sa population autochtone est un mensonge. Ils sont dirigés par des étrangers, soit par des personnes ayant la double nationalité, soit par des personnes travaillant pour des parties étrangères inconnues. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces casseurs, ces jeunes casseurs qui foutent le bordel, s'ils sont nés en France, ils sont français. Soit ils ont une double nationalité, la nationalité de leurs parents est la leur, soit. Ils appartiennent au gouvernement. Souvenez-vous, Mera, qui avait assassiné ses enfants juifs à Toulouse, d'une balle dans la tête. Faut quand même être un sacré fils de pute pour aller tuer une petite fille de 4 ans d'une balle dans la tête. Qu'il soit arabe, musulman ou n'importe quoi, faut être un sacré fils de pute, je vous le dis. Ouais, oui. Comme les nazis qui écartelaient les bébés quand les juifs allemands ou hongrois ou autres arrivaient dans les camps de concentration à Auschwitz. Faut être un sacré fils de pute pour faire une chose pareille. Un enfant, c'est sacré. Que ce soit un enfant arabe, que ce soit un enfant musulman, que ce soit un enfant chrétien, un enfant juif, un enfant hindou, tous les enfants sont sacrés. Donc c'est intolérable. Eh bien, le meilleur ami de Mera, c'était un capitaine de la DST qui était d'origine arabe et musulman. C'est intéressant, non? C'est avec lui qu'il jouait à la PlayStation. C'est avec lui peut-être même qui mangeait les pizzas de chez Pizza Hut, qui n'était pas haram, qui buvait peut-être de la bière ou du whisky. Parce que moi j'ai bien été en Arabie Saoudite, j'ai bien vu la différence entre quand vous franchissez en avion l'Arabie Saoudite, les mecs ils vont se changer dans les toilettes, de djellaba ils mettent un costume et ils commandent immédiatement un whisky. Alors si c'est ça l'application de l'islam, c'est la plus grande des hypocrisies. Mais c'est pareil dans toutes les religions. À vous, Dame Louloute. Aucun gouvernement digne de ce nom pour et par le peuple ne permettrait la destruction de sa nation. Et pourtant, c'est exactement ce qu'Emmanuel Macron fait. Il laisse le peuple se laisser détruire par des actes de terrorisme domestique causés par des gens
qui ne se reconnaissent pas dans notre pays. Et parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans notre pays, ils décident de l'investir et de dire que tout ça, c'est à eux. Et ils se justifient, c'est-à-dire qu'ils justifient leur incompétence, leur incapacité de parler correctement le français, du moins cela, hein. Leur violence, ils le justifient, soit par une origine du Maghreb, soit par une fausse origine de l'islam. Parce que les religieux ne sont pas comme ça. Si Macron travaillait même à distance dans l'intérêt supérieur du peuple, il ordonnerait à l'armée de réduire la menace à néant. Mais il envoie à peine la police locale pour régler le problème, et quand ils sont envoyés, cela ne fait que remuer sa ruche. Ce serait évident pour le gouvernement français, mais le gouvernement français n'est évidemment plus français. Mais il n'est pas encore arabe, je vous le dis, il n'est pas arabe du tout. Ce gouvernement français est un gouvernement de nazis. C'est tous des criminels sexuels, c'est tous des voleurs, c'est tous des pilleurs. Cette canaille en costard qui nous contrôle ne vaut pas mieux que cette canaille qui sème la discorde ou qui va péter des boutiques pour quelques t-shirts. Non mais franchement, ça dépasse tout, quoi. C'est-à-dire que les mecs, mais payez-vous un voyage au bled, allez acheter des copies chez vous. Quoi? Il dit qu'il faut acheter des contrefaçons? Mais tout le monde le fait! Arrêtez vos conneries. Vous savez ce que c'est que les contrefaçons, par exemple en Turquie? En Turquie, qui fabriquent tout pour Adidas ou Nike. Eh ben, c'est des vêtements qui ont des petits défauts, par exemple infimes, des petits trucs, un petit accroc, mais qui sont faits dans les mêmes usines. Eh ben, ils sont revendus sur les souks. Et on appelle ça de la contrefaçon. Ah oui. Bon, il y a la contrefaçon chinoise aussi. Donc, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Tout le monde est gagnant dans cette histoire. Surtout ceux qui font les lois. Parce qu'après, quand ils vous attrapent avec vos jeans machin, vos t-shirts X et Y, ils touchent une prime. Et vous payez une amende. Tout ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Aujourd'hui, par exemple, la contrefaçon des montres, les Chinois, ils ont acheté les machines suisses. Vous entendez? Ils ont aussi de très bons artisans en Chine, hein, d'excellents artisans, puisque la mode française va chercher ses dentelles en Chine. Ben oui, quand même. Hein. Et bien aujourd'hui, vous avez des gars, quand ils ouvrent une Rolex, ils sont incapables de vous dire si c'est une vraie ou si c'est une fausse. Quand ils l'ouvrent, donc il y a des copies qui sont quasiment parfaites. Bon, je vous conseille pas quand même, je vous conseille pas. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait une capsule assez longue et suffisamment explicite sur cet excellent article de Alex James, La nouvelle révolution française, l'extermination des personnes éduquées et de préférence caucasiennes, c'est-à-dire les Blancs. Souvenez-vous, c'est exactement ce qu'a fait Pol Pot au Vietnam, l'ancien Siam. Il s'est débarrassé des enseignants, des philosophes, de tous ceux qui savaient penser. Et Macron, c'est ce qu'il veut faire aussi. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait des gens qui sachent penser. Surtout pas. Et encore moins chez les Arabes. Mais ne croyez pas, hein, moi je suis en contact avec l'Égypte, ils sont très conscients de ce qui se passe. Hein, et ils me disent, mais ce qui se passe en France, c'est des voyous. C'est des gangsters, ils n'ont rien de musulmans, ces gens-là. Ben voilà, ça c'est les Arabes qui disent ça. Ok, bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine. Merci à Louloute de m'avoir suivi, puis on va rappeler notre ami là. Oui, ah oui. Donc, merci beaucoup. Merci à toutes, merci à tous. Au revoir. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Non, toi. Non, moi, non, toi, oh, ta gueule. Ah non, c'est toi. Ah non, c'est toi, hein. Non, c'est toi, au revoir. C'est toi. Non, bah, t'as fini, là? Allez, au revoir. Parfait. Eh ben, écoutez, messieurs, dames, je vous la remontre, hein, je vous le remontre, hein.
le dernier livre de Philippe Alexandre Gendroc, un Le dernier bébé. petit chef-d'œuvre. Et puis voilà, au revoir.